Deuxième dossier long de conférence de D4. Une patiente de 25 ans appelle le SAMU pour une douleur thoracique inaugurale. Elle a des antécédents de pneumothorax spontané il y a 5 ans et la notion d'un souffle cardiaque jamais exploré. Elle n'a pas de facteur de risque cardiovasculaire. On note dans ses antécédents familiaux une chirurgie il y a 10 ans chez le père pour un anévrisme de l'aorte thoracique. L'examen clinique trouve comme seule anomalie un minime souffle diastolique le long du bord gauche du sternum. Elle est apyrétique. Première question, en dehors de ce cas clinique, quelles sont les 4 premières causes de douleur thoracique à évoquer en urgence chez un patient qui se présente? Alors là, évidemment, il s'agit d'éliminer les causes potentiellement mortelles de douleur thoracique, les causes classiques. Donc en premier, les syndromes coronariens aigus, qu'ils soient avec sus-décalage ou sans sus-décalage du ST. Il faut éliminer systématiquement. Donc pour l'assez facile, c'est l'électrocardiogramme qu'il faut faire le plus rapidement possible. Ensuite, la dissection aortique, qui est la cause la plus souvent mortelle de douleur thoracique aiguë. Enfin, la péricardite aiguë, qui s'élimine par l'électro, l'interrogatoire, la fièvre et le syndrome inflammatoire biologique, qui peut être grave si elle se complique d'une tamponnade. Et en dernier, l'embolie pulmonaire, avec mauvais pronostic, donc élévation de tropo, élévation du BNP, signe de choc, par exemple. Donc chez cette patiente qui a des antécédents de pneumothorax, il faudra aussi bien sûr penser à une récidive de douleur de pneumothorax ou un autre épanchement suite à son traitement du pneumothorax. Quel bilan prescrire en urgence face à une douleur thoracique sans orientation clinique franche? Donc là, on va revoir les dernières recommandations sur le bilan aux urgences pour les douleurs thoraciques. Donc le bilan standard comporte un bilan biologique et un bilan non biologique. Le bilan biologique systématique, ionoson urée créate, une NUM pour rechercher une anémie, dosage des plaquettes, un bilan d'hémostase de base TPTCA, dosage de la CRP qui peut être anormalement élevé dans les syndromes coronariens aigus de façon retardée, dans l'EP de façon retardée, mais immédiatement dans les péricardites. Le bilan hépatique complet pour rechercher éventuellement une cause digestive à la douleur. Pour les syndromes coronariens aigus, voire les péricardites un peu cognés, élévation de la tropoline à rechercher, voire des CPK. Et pour cela, il faut faire un cycle, donc des dosages répétés et comparatifs. Pour l'embolie pulmonaire, dosage des dédimères uniquement dans les formes de faible probabilité clinique. Si les dédimères sont anormaux et qu'on pense vraiment à l'embolie, là il faut aller plus loin, gaz du sang, voire radiothorax et scanner. Le dosage du BNP n'est réalisé que dans les fortes suspicions d'embolie pulmonaire de mauvais pronostic, donc n'est pas systématique pour les douleurs thoraciques dans les autres cas. Le bilan non biologique à présent, l'électrocardiogramme à réaliser le plus rapidement possible, qui va tout de suite trier syndrome coronarien aigu ou pas. La radio pulmonaire, on va voir après dans le dossier quelles anomalies on peut rechercher précisément. Et enfin, l'échographie cardiaque transthoracique la plus rapide possible pour rechercher les signes de dissection, les signes de péricardite et d'autres signes éventuels. Question suivante, quelle cause cardiovasculaire principale devez-vous suspecter chez cette patiente et pourquoi? Donc il s'agit d'une patiente jeune sans facteur de risque cardiovasculaire, avec un souffle diastolique d'insuffisance aortique, puisque c'est la seule valvulopathie à souffle diastolique à connaître. Donc il faut éliminer évidemment en premier une dissection aortique. Donc les arguments dans l'énoncé sont les antécédents de pneumothorax spontané qui peuvent entrer dans le cadre d'une maladie du tissu élastique, des antécédents familiaux de chirurgie d'anévrisme chez le père, qui peuvent rentrer dans le cadre d'une maladie annulo-ectasiante congénitale, et donc le souffle diastolique d'insuffisance aortique, qui était évidemment connu chez cette patiente, mais dont on ne connaissait pas l'intensité. Question suivante, quels éléments d'interrogatoire et clinique doivent faire évoquer une dissection aortique? Donc là, comme pour un dossier de syndrome coronarien aigu, il fallait connaître la description de la douleur, des facteurs de risque, il va s'agir ici de reprendre un petit peu les éléments de cours, donc vraiment à connaître, et c'est ce genre de questions qui peuvent tomber actuellement à l'ENC. Donc pour la dissection aortique, les caractéristiques de la douleur. La douleur est en coup de poignard, elle est en général de début rétrosternal et peut être migratrice selon le trajet de l'aorte initiale. Donc peut passer entre les omoplates et descendre dans les lombes. En fait, la douleur va migrer comme la dissection va s'étendre. Les anomalies de l'examen, on peut retrouver une anomalie de la tension artérielle, de fait de la dissection, la tension va être asymétrique. En général, en l'absence des formes sévères compliquées de choc, il y a des poussées de tension avec un élargissement de la différentielle tensionnelle en cas d'insuffisance aortique importante et évidemment une asymétrie de pouls, elle-même secondaire à la dissection. Question suivante, que pouvez-vous retrouver à l'ECG de repos en cas de dissection aortique? En général, l'électro est normal et n'élimine bien sûr pas le diagnostic. On peut ensuite trouver différentes anomalies en fonction du contexte. Chez les patients hypertendus qui peuvent faire des dissections, on peut avoir des signes d'HVG, donc l'indice de Sokolov augmenté. On peut, en cas de complications à type de dissection d'artère coronaire, avoir des signes d'infarctus, donc des sus-décalages avec miroir. Et enfin, en cas d'épanchement péricardique sanglant secondaire à la dissection, on peut avoir tous les signes de péricardite, voire de tamponnade. Question suivante, quel premier examen
non biologique paraclinique à réaliser dans ce cas et qui cherchez-vous? Donc évidemment, après l'électrocardiogramme dont on vient de parler. La réponse à cette question, c'est l'échographie cardiaque transthoracique de première intention. Le TO sera discuté au cas par cas. L'échographie cardiaque transthoracique va permettre de chercher des signes spécifiques et aspécifiques secondaires de la dissection aortique. Donc d'abord, on va rechercher une insuffisance aortique. S'il y a une insuffisance aortique secondaire à une dissection, il s'agit d'une dissection de type A qu'on verra normalement à l'écho cardiaque transthoracique. On va rechercher une dilatation de l'aorte et du sinus du valsalva à plus de 40 mm, des signes de dissection, la présence d'un voile intimal qui va séparer un vrai d'un faux chenal et qui à chaque systole va avoir un mouvement qu'on appelle le flap. Ensuite, on va rechercher donc les complications, l'insuffisance aortique, l'épanchement péricardique et les troubles de la cinétique segmentaire en cas d'infarctus associé par dissection des coronaires. Si à l'échotransto on a des signes directs ou indirects de dissection aortique, il va falloir faire opérer le patient immédiatement. Par contre, si on n'a pas ces signes et qu'on pense quand même à une dissection, il va falloir la compléter par une TE ou un scanner, comme on va le voir maintenant. Donc l'échographie cardiaque transthoracique, si elle ne répond pas, il faut compléter par le TO, mais je vous redis que si on a des signes positifs à l'ETT, il ne faut pas résister cet examen, aller directement à la chirurgie. Le TO va permettre de mieux voir l'aorte initiale, le sinus de Valsalva, la crosse, voir l'aorte thoracique descendante et voir s'il y a des dissections ou une dissection, la porte d'entrée et d'éventuelles complications. Sinon, on peut réaliser un scanner de l'aorte injecté pour voir également les signes de dissection. Quel sera votre traitement en cas de forme de type A de cette pathologie? Donc la forme de type A avec atteinte de l'aorte initiale. Donc là, il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Le patient va être hospitalisé en urgence en réanimation ou en service de réanimation chirurgicale cardiaque. Les mises en condition classiques, repos strictoli, scope ECG tensionnel, de la pression, de la conscience, de la SAT et de la douleur. Traitement antalgique adapté au niveau de la douleur avec des morphiniques. Traitement antihypertenseur intraveineux en cas de poussée tensionnelle. Donc là, il faudra utiliser a priori des dérivés nitrés, voire des bêta-bloquants, voire des calciques en IV, la nicardipine, voire du nitroprussiate, voire des alpha-bloquants. Et parfois, il faut quasiment ces 5 ou 4 traitements ensemble pour faire baisser les pressions artérielles. Ce traitement est en attente d'un traitement chirurgical curatif, donc dans la dissection de type A, remplacement de l'aorte initiale, en cas d'insuffisance aortique associée, remplacement de la valve aortique, et puis il faut toujours réimplanter les coronaires qui vont a priori naître de l'endroit où la dissection a lieu. Quelles sont les grandes lignes du traitement en cas de type B? Donc là, il n'y a pas d'atteinte de l'aorte initiale, donc le traitement n'est en général pas chirurgical, il y a un risque d'atteinte de l'artère d'Adamkiewicz et de tétraplégie, donc il s'agit d'un traitement médical. Le même traitement antihypertenseur, avec un relais Péros dès que possible, que pour la dissection de type A, le même traitement antalgique adapté au niveau de la douleur et une surveillance de l'étendue de la dissection et de sa stabilité par des scanners ou des IRM répétés chez le patient. En cas d'aggravation et en cas de forme chirurgicale, on peut toujours proposer une microchirurgie sur l'anévrisme ou la mise en place d'une endoprothèse par voie aortique qui sera à discuter évidemment au cas par cas. Dernière question, quelle pathologie de fond suspectée chez cette patiente? Il s'agit d'une patiente jeune ayant des antécédents familiaux de chirurgie de l'aorte et ayant des antécédents personnels d'insuffisance aortique et de pneumothorax. Il faut donc suspecter une maladie du tissu élastique. Les deux à connaître sont la maladie de Marfan ou la maladie d'Ehlers-Danlos vasculaire. On va voir maintenant sur quelques diapositives les choses à savoir sur la dissection aortique. Donc ce schéma qui reprend un petit peu la physiologie. Le trait de dissection ici qui va séparer le vrai du faux chenal, intimal, donc le sang va circuler à l'intérieur, qui peut naître à n'importe quel endroit de l'aorte, mais en général au niveau de la sous-clavière, et qui peut s'étendre soit en arrière, soit en avant. Ici, ce serait une coupe d'image en scanner ou en écho transœsophagienne, où on voit le faux et le vrai chenal séparés par le voile intimal. Les différents types de dissection, donc ça c'est l'ancienne nomenclature, la nouvelle est beaucoup plus simple. Type A, qui regroupe les types 1 et 2, donc dissection avec atteinte de l'aorte initiale, et type B, qui est un peu le type 3, dissection sans atteinte de l'aorte initiale. En imagerie, donc on a ici la radio de thorax qui peut montrer en cas de dissection un élargissement du médiastin supérieur qui correspond à une dilatation de l'aorte, qui correspond, comme vous le voyez ici, à la porte d'entrée avec le passage du sang dans le faux chenal. Le sang va coaguler plus vite dans le faux chenal, donc on aura deux tonalités différentes. En échographie, il faut rechercher une dilatation de l'aorte initiale et une insuffisance aortique, une régurgitation diastolique à valve aortique fermée de sang de l'aorte dans le VG. Ici, ce serait des coupes d'échographie transœsophagienne. Donc ici, la sonde est dans l'œsophage en regard de l'aorte initiale. On retrouve ici le trait de dissection qui sépare le vrai du faux chenal, avec ici probablement un épanchement rétro-aortique.
Le scanner, donc à réaliser pour les formes de type B ou les formes à surveiller, en fait, dans le cadre de la surveillance. On retrouve ici, par exemple, sur une crosse aortique, un trait de dissection qui sépare les deux chenaux. Ici, il s'agit d'une IRM montrant également le trait de dissection entre les deux. Donc là, par exemple, c'était pour suivre un patient opéré d'une dissection de type B. En échographie cardiaque transthoracique, les signes qu'on peut avoir classiquement, c'est la fuite aortique. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'aorte initiale, la régurgitation de sang dans le VG. Donc là, c'est des critères Doppler pour quantifier les fuites qui ne sont pas à connaître. Ici, vous avez une fuite aortique, donc la valve aortique est là, le ventricule gauche ici. En diastole, alors que la valve est fermée, une énorme régurgitation de sang dans le ventricule gauche. Plus cette régurgitation est importante, plus la fuite aortique est importante. En échographie, on peut mesurer l'aorte initiale. Donc ici, on a la chambre de chasse, le sinus de Valsalva, et ici une dilatation importante de l'aorte initiale. Donc en cas de douleur thoracique avec aorte dilatée, il faut penser tout de suite à la dissection. Ici, la même patiente avec une coupe permettant de voir que son aorte initiale est mesurée à 68 mm, donc une dilatation très importante et rapidement chirurgicale. Ici, il s'agit d'une aortographie permettant de voir qu'il y a un monstrueux anévrisme du sinus de Valsalva qui est mesuré ici, dans le cas d'une maladie de Marfan. Donc on va revoir simplement les caractéristiques cliniques du Marfan. Donc en général, des patients qui peuvent être de très grande taille, mais pas obligatoirement, avec différentes déformations. Il peut y avoir comme anomalie les signes du poignet et les signes du pouce qui traduisent l'hyperlaxité ligamentaire, des pneumothorax à répétition, l'ectopie du cristallin. Il peut y avoir également des signes rhumatologiques ou des signes neurologiques, comme par exemple les syphoscolioses, la platybasie, etc. Le traitement de cas de dissection de l'aorte, c'est le traitement chirurgical curatif. En général, l'intervention de Bentall, donc remplacement de l'aorte initiale, réimplantation des coronaires, et en cas d'insuffisance aortique associée, remplacement de la valve aortique. En conclusion, les urgences à évoquer en cas de douleur thoracique, l'interrogatoire et les caractéristiques cliniques des douleurs à connaître, en particulier pour la dissection aortique, mais également pour la péricardite et les syndromes coronariens. Le traitement de la dissection aortique, chaque minute compte. L'écho transthoracique suffit pour les formes de type A priori. Pour les formes de type B, il faut céder d'autres examens. Et puis, évidemment, connaître les extensions des dissections ainsi que leur prise en charge chirurgicale globale. Les items abordés, l'item 197, douleur thoracique, et l'item 249, insuffisance aortique aiguë.